Pour essayer d'expliquer à l'audience l'excitation de l'Internet des objets. C'est un des sujets quasiment mondial. On a les gens connectés, ça y est, on est tous connectés, on a tous un téléphone, on arrive à une forme de saturation de la capacité qu'on a de connecter des gens en fait. Et là, on a la possibilité de connecter des objets. Et d'un seul coup, le monde entier est en train de s'emparer de ce sujet, objets communicants. Si on voit le CES Las Vegas, qui est un peu un rassemblement de tout ce qui se passe un peu dans le domaine électronique, les objets connectés, quasiment un des sujets les plus importants. L'Europe, y compris la France, par exemple, 190 PME, donc pas mal de lauréats. Et on voit aussi que d'ailleurs, pratiquement tous les pays font carrément une politique stratégique de développement économique basée sur l'Internet des objets. On a le Barack Obama qui parle de l'Internet des objets, on a le Premier ministre chinois qui parle de l'Internet des objets, des villes entières en Chine se sont mises autour de l'Internet des objets. Donc comme j'ai dit, on a aujourd'hui d'après tout ce qu'on peut lire sur la presse, une révolution qui est devant nous sur quand les objets vont communiquer, ça va carrément révolutionner le mode de fonctionnement. Donc tout est inventé sur l'objet et on est content de pouvoir essayer d'apporter cette excitation et cette réflexion pour que vous puissiez, on a parlé avec Code for Africa de peut-être des moments stratégiques qui avaient été loupés en Afrique. Là maintenant il y a la possibilité de prendre les choses en main et de développer à partir de régler des problèmes africains par les Africains en utilisant l'état de l'art de la technologie. Il faut qu'on essaye de régler nos problèmes à l'africaine. Je suis d'accord. Okay? Mais il ne faut pas aussi ignorer certaines solutions qui peuvent quand même accélérer le process. Tout à l'heure, je voulais parler d'une application, par exemple, pour régler le problème d'adresse au Sénégal. Ouais. Vous voulez aller dans un restaurant, vous n'arrivez pas à trouver ça. Okay? Il faut qu'on trouve une solution à ce truc-là. Donc, c'est bien d'écouter ça, mais c'est aussi de poser les questions à dire, écoute, comment je peux régler ce problème-là? La particularité de Wasiop, c'est justement d'être une forme lui-même d'un accélérateur, en fait, de booster, en fait, d'avoir un boost de quand même 3 millions 3 ans avec un tas de ressources. Bon, c'est gagnant-gagnant côté Europe et côté Afrique. Donc c'est un boost pour l'Afrique parce que de ce coup, on va pouvoir avoir des ressources et des moyens pour expérimenter, pour montrer la possibilité, le potentiel de la technologie. Parce que la technologie, c'est bien d'en parler, mais c'est mieux de le montrer et de démontrer. Donc ça, c'est la possibilité du boost. Mais quelque part, c'est gagnant pour l'Europe parce qu'on est, enfin, au niveau européen, en tout cas, on surjoue la recherche en fait. On a de la recherche, on a peut-être un peu trop de recherche et on a effectivement d'exploitation, mais on a besoin d'exercer la technologie dans des cas les plus challenge, les plus difficiles et dans des cas même très très variés. Donc le WASIUP va aussi permettre d'aider les Africains, mais permettre globalement d'aider aussi en résolvant des cas concrets. Le cas concret, c'est hyper intéressant pour nous de pouvoir faire progresser même la technologie. C'est difficile, tout à l'heure ça avait été dit, soi-disant que avoir de l'électronique au niveau de nos universités, c'est difficile parce que, un, le matériel n'existe pas, et si le matériel n'existe pas, la compétence en formation elle-même risque de ne pas être présente. Donc il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de limites. Et à mon idée, l'intégration des académies est quand même assez importante dans ce sens-là, où elle permet d'offrir de la ressource humaine qualifiée. Mais comment nous, institutionnellement, peut-on intégrer ce genre de projet et avoir à ce moment-là accès à ces ressources? D'accord. N'importe comment, je crois que vous êtes les bienvenus dans tous les cas de figure. Les modalités, effectivement, faut qu'on les définisse. Hein. Moi, je les connais pas bien. Il faut qu'on organise cette animation de l'écosystème. Pour ce qui concerne la formation à proprement dit des personnes, il y a donc au niveau donc du programme, hein, il y a donc il y a l'ensemble je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Fireware Éducation, quelque chose comme ça. Hein, donc il y a un site avec un certain nombre de tutoriaux qui existent et qui permettent effectivement aux gens donc de se former à la technologie. Il y a des exemples, il y a des MOOC, il y a tout ce qu'il faut. Mais ce qu'on essaie de faire quand même, c'est au-delà de ça, c'est de bâtir une communauté des universitaires ou des universités qui vont être entre guillemets spécialisées Fireware.
Hein, c'est-à-dire qu'au niveau européen et plus largement, hein, parce qu'on voudrait intégrer aussi donc des gens, enfin des universités côté indiennes ou chinoises, hein, de manière à ce que de bâtir un réseau d'universités qui pourrait offrir entre guillemets un master donc Fireware. Hein, et donc, tous ceux qui seraient potentiellement intéressés pour rejoindre ce réseau-là, faites-le moi savoir, parce que moi je pourrais me mettre en relation avec le pilote. Aujourd'hui, c'est une personne de l'université de Brunel, donc en Angleterre, hein, qui pilote un petit peu cette opération-là. Mais plus il y aura d'universitaires intéressés, mieux ça vaudra, quoi. Hein. En fait, je suis en train de me poser la question en me disant que la finalité d'utiliser l'Internet des objets, c'est d'innover, n'est-ce pas? D'avoir des applications qui amènent une valeur ajoutée. Donc, en fait, la question que je me pose, c'est la suivante. Qu'est-ce qui se passerait si on a un corps humain qui a un squelette, un très bon cerveau avec un réseau nerveux qui marche bien, mais qui n'a pas de muscles? Donc, à mon avis, avant de parler de la question de la problématique de donner de l'intelligence à quelque chose, il faut déjà que cette chose-là puisse avoir la capacité de bouger. De telle sorte que si on lui dit « fais tel mouvement », qu'il puisse le faire. Donc quand on dit l'Internet des objets, d'ailleurs c'est dans le titre, la grande problématique ici, si je prends par exemple l'exemple de l'agriculture, c'est que les objets dont on parle, les machines, on n'en a pas suffisamment. Le premier problème qu'on a, à mon avis, c'est un problème de rendement, de base, avant même de dire comment optimiser donc, ce parc-là pour en tirer plus. Donc, en fait, c'est un questionnement que j'ai parce que si on voit l'évolution en fait, de la technologie en Europe, la mécatronique s'est fait niveau par niveau. Avant, on avait les machines, ensuite l'électronique, ensuite l'optique, ainsi de suite. Ici, la problématique dans laquelle on est, à mon avis, c'est que aucune de ces étapes n'est existante. Donc, venir mettre de l'intelligence sur un squelette, voilà, mon analogie du début, ça a forcément posé des problèmes. Et ma crainte, c'est que tout le monde se rue à développer le système nerveux et que tout le monde oublie justement la partie purement hardware et puis capacité. Et à la fin, on va avoir voilà, un squelette avec un bon cerveau, mais qui ne sait pas bouger, ni produire quoi que ce soit. Donc c'est une question ouverte. Non, mais je peux essayer de répondre. Il faut mettre sur la table tous les problèmes. Et la question est de dire, il faut peut-être pas résoudre le problème de manière classique. Donc c'est effectivement, l'argent va pas vous tomber du ciel, les machines vont pas arriver, il y a plein de trucs qui vont pas arriver. Et comment de la technologie, parce que l'intérêt de la technologie genre Internet des objets, c'est qu'elle est pas chère. On compare, effectivement, dans les champs, ils n'ont pas de machines. Et on vient de voir une ferme cet après-midi, leur machine est en panne, et ils ont plein de problèmes, etc. Il y a la machine elle-même a des parties cassées de contrôle de flux, etc. Mais est-ce qu'on peut, avec des capteurs à 20 euros, plusieurs capteurs, avec des données, etc., est-ce qu'on peut innover, est-ce qu'on peut résoudre des problèmes, justement? Et peut-être que résoudre des problèmes en Afrique, ça va aider le monde entier. On ne sait pas. Donc il ne faut pas raisonner. Nous, justement, on sait qu'on ne peut pas aller trop vite. Enfin, on ne pourra pas vous dire voilà, l'Europe va inonder, on va tout régler, tous les problèmes, ce n'est pas possible. Mais on s'aperçoit qu'au travers de petites choses, mis bout à bout, on peut faire des grandes choses. La télécommunication, wireless, right, a transformé l'Afrique. Okay? Donc si on regarde le futur de l'Afrique, il faut trouver des solutions qui peuvent aussi, ce qu'on appelle en anglais leapfrogging. C'est-à-dire qu'on saute. On ne peut pas toujours essayer de voir comment on peut régler des problèmes aujourd'hui, mais comment on peut régler les problèmes du futur. Donc avec les IoT, les objets connectés, ça nous permet d'avancer plus rapidement. Je vous donne un exemple. Un docteur ou bien une infirmière est dans un village. Elle est en train de consulter une femme qui est enceinte, des trucs comme ça. Elle a besoin d'un docteur. Elle est infirmière, elle a besoin d'un docteur, l'avis d'un docteur. Comment elle peut, dans un village, en fait, être connectée à un docteur qui peut en fait lui donner tout de suite les diagnostics ou bien les choses à faire. Voilà. Donc vous voyez qu'avec ça, on réduit le temps et on réduit l'espace. C'est-à-dire que si vous avez un objet, par exemple une caméra, un sensor pour la température et tout ça, là où se trouve l'infirmière, le docteur peut voir ça automatiquement et réagir. Donc vous voyez le temps
par exemple, d'appeler le docteur, lui donner le scénario, il peut le voir aussitôt. Donc le temps est réduit. Right? Ensuite, l'espace est réduit, parce que là, c'est l'instant. C'est à temps réel. Donc vous voyez, si on adopte ces genres de pensée et de technologie, ça va leapfrog, c'est-à-dire que ça va nous avancer. On n'aura plus besoin d'investir des hôpitaux dans les villages et tout ça. On investit plutôt sur la technologie qui permet d'amener les hôpitaux devant en fait, le patient ou bien devant le docteur. Je suis le cofondateur de Coders for Africa, tu travailles beaucoup avec les développeurs et les codeurs. Quels sont les défis spécifiques que ça pose justement pour des communautés de codeurs? On a beaucoup échangé un petit peu notamment sur la difficulté pour des codeurs de travailler, d'échanger directement donc avec des communautés rurales, avec des professions de communautés rurales, donc notamment avec les éleveurs, etc. Quels sont les défis que ce projet-là, que ce programme va poser? Quels sont les défis que ça va poser pour les codeurs? J'ai noté quelques défis. Bon, il y en a plein. Hein. Les développeurs, ils sont pas gâtés. Hein. La première, c'est l'Internet. Si on est codeur, on n'a pas l'Internet, on ne peut pas progresser. Parce que quand tu codes maintenant, tu ne codes pas en ce qu'on appelle tout seul. Tu as besoin de collaborer. Même par exemple, si on met cette plateforme open quelque part, ben, il faut la télécharger. Right? Il faut la configurer. Donc le problème, l'un des challenges, c'est l'Internet. Deuxième, c'est collecter les données. Par exemple, les développeurs, ils ont des applications, mais ils trouvent très difficile de collecter les données. Donc tu as une application, par exemple, qui veut gérer, disons, je sais pas, disons, quel est le nombre de tonnes d'arachide. Voilà, l'hôpital. Par exemple, nous, on a travaillé sur un projet qui s'appelle Kenefa. Kenefa, en Bambara, ça veut dire santé. Again, c'est régler les problèmes africains. Voilà. Donc, on a vu que beaucoup de gens meurent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un lit ou bien le docteur n'est pas à l'hôpital. Par exemple, si vous êtes malade, vous allez au Dantec. Ouais, il y a plein de gens qui attendent. Donc, c'est un peu difficile de prévoir que cet hôpital a un lit. Donc, vous allez d'un hôpital à un autre. D'ailleurs, j'ai un cousin qui est mort comme ça. Il est allé au Dantec, il est allé au principal. Il est mort parce qu'il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de docteur. Donc on s'est dit, tiens, si on pouvait avoir une application qui permet, avec SMS, d'interroger une base de données pour me dire si Dantec a un médecin ou bien un lit. Ouais. Donc ces genres de données maintenant, nous la difficulté qu'on avait, c'est qu'on n'avait personne qui peut se mettre à l'hôpital et collecter ces données pour nous. Ouais, donc on a une application qui marche, mais il n'y a pas de données. Donc, avec les IoT maintenant, les objets, on peut peut-être, comme Philippe l'avait dit, installer un senseur sur un lit pour en fait dire si le lit a quelqu'un ou pas. En fait, c'est une idée un peu primitive, mais c'est vous donner un exemple. Donc ça, c'est le deuxième challenge, donner. Je m'excuse. L'autre, c'est le hardware, en fait, le device. Quelqu'un disait que, bon, où est-ce qu'on va trouver ces Raspberry Pi? Okay? Donc, l'une des choses, j'ai discuté avec Yann hier de CETIC, il lui dit, écoutez, il ne faut pas toujours peut-être avoir des startups qui font du software. Il devrait y avoir au Sénégal des startups qui font du hardware. C'est-à-dire qui trouvent un moyen d'amener ces Raspberry Pi, des Arduino, même sous forme de, disons, composants primitifs, et les assembler, mettre un nice packaging avec du marketing et les vendre aux développeurs. Bon, les IoT, c'est incroyable. C'est-à-dire que la possibilité avec les objets connectés, c'est incroyable, c'est immense. C'est-à-dire qu'on vient juste de toucher la surface, quoi. Si on doit parler des populations de façon plus globale, donc la question s'adresse à Regina. On a notamment, effectivement, le CETIC a notamment travaillé avec Daral, par exemple, donc un projet qui s'exécute surtout en zone rurale. Quels sont les challenges pour que les communautés rurales justement puissent s'approprier un petit peu ces outils? Comment les impliquer un petit peu dans ce programme? Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on reste dans notre bureau ou dans notre coin et imaginer des solutions pour ces populations-là. Juste une petite histoire qu'on m'avait racontée. Donc une ONG qui était allée dans un village assez éloigné et qui trouvait que les femmes faisaient 1 kilomètre pour aller chercher de l'eau. Donc du coup, la dame s'est dit, bon, ben, je vais creuser un puits dans le village pour au moins écourter en fait, le trajet. Donc elle a investi dans ce puits-là, très moderne, etc. Et le lendemain, les femmes sont reparties à 1 kilomètre pour chercher l'eau. Et donc la dame n'avait pas compris, mais pourquoi, enfin je veux dire, j'ai réglé votre problème en creusant un puits dans le village. Et les femmes lui ont dit, nous, ce n'est pas un problème pour nous. On a besoin de faire ce kilomètre-là pour discuter de nos problématiques de ménage,
de mari, d'enfants, etc. Donc ça ne règle pas notre problème, parce qu'on n'a pas de problème. C'est vous qui le voyez comme un problème. Donc pour moi, c'est utile qu'on discute avec ces populations-là. Et quand ce projet-là est arrivé, ce qui m'a plus ou moins plu dedans, c'est que nous, on avait déjà en amont fait un petit travail d'immersion auprès des populations rurales. Donc on avait déjà rencontré des agriculteurs, et clairement, les développeurs ne peuvent pas parler aux zones rurales. Ce n'est pas possible. Parce que l'expression des besoins et comment les développeurs vont traduire ça en solution, c'est le jour et la nuit. Donc nous, on sert un petit peu de pont entre les deux. On se pose avec les agriculteurs, on relève les besoins. Et après, on discute avec les développeurs pour leur dire, voici ce dont les populations ont besoin. Comment on peut traduire ça en application, en solution. Donc pour moi, c'est primordial. En tout cas, si l'objectif, entre autres, c'est de soulager les populations rurales, en zone rurale, il faut d'abord qu'on recueille les besoins. Par rapport donc aux autres défis, on avait parlé de la connectivité, en effet. Donc c'est un réel problème. C'est vrai qu'on a l'infrastructure ici au Sénégal, mais si on est en zone urbaine, on n'a pas de problème. Il suffit de sortir un peu de Dakar. Des fois, c'est très difficile, ne serait-ce que de capter la 2G. Donc, il y a ce problème d'accessibilité à Internet. Il y a aussi le problème d'énergie. Il y a beaucoup de villages aujourd'hui qui n'ont pas d'électricité. Et donc, il faut qu'on trouve en fait des solutions qui peuvent être autonomes en énergie, on va dire, et qui aussi, en même temps, règlent le problème de connectivité. Après, l'autre problème aussi, c'est par rapport à la dépendance par rapport à un opérateur. L'idée aussi, c'est qu'on puisse être indépendant, qu'on puisse travailler de façon assez indépendante et ne pas dépendre d'un opérateur pour travailler. On connaît tous les problématiques de dépendre d'un opérateur. C'est super compliqué ici au Sénégal. Donc nous, on nous a quand même rassurés sur des en tout cas sur des technologies qui existent, qui ne sont pas vraiment consommatrices d'énergie et en même temps qui sont complètement indépendantes des populations, des opérateurs. Donc voilà, après il y a le défi de la formation. Je pense que si on règle vraiment le problème de ces populations-là, ils n'auraient pas de difficulté à embrasser ces opportunités, en tout cas ces solutions qu'on va leur présenter. Ma dernière question, en guise de conclusion, vous pouvez tous y répondre assez rapidement, c'est comment impliquer toutes les personnes, différentes parties prenantes, certaines publiques, d'autres privées, gouvernementales, non gouvernementales, des étudiants, etc. Comment impliquer toutes les parties prenantes dans ce projet-là? Déjà, est-ce que c'est possible que toutes les personnes qui ont envie de s'impliquer puissent s'impliquer? Et ensuite, comment? Nous, en ce qui nous concerne, ce sera de discuter avec donc, les développeurs. On a quand même un bon réseau local de développeurs. On a fait un programme panafricain aussi où on a réuni pas mal de développeurs. Donc, on a un bon réseau et on a un bon accès à ces développeurs-là. Donc, je pense pour ce côté-là, on n'aura pas de souci. Si tant est qu'on leur montre une opportunité, en tout cas, comment je vais dire, qu'on leur montre l'intérêt pour eux de travailler dans cette plateforme-là. Donc, ce sera notre rôle à nous de leur montrer les opportunités qui peuvent se présenter pour qu'ils puissent embrasser la plateforme. Après, pour les acteurs sectoriels, il faut forcément qu'on aille les rencontrer parce que ce sont des experts dans leur domaine. Si on parle de zone rurale, on est en zone urbaine. Donc, forcément, on ne peut pas aujourd'hui évaluer les besoins et en tout cas les attentes de ces populations-là. Donc, forcément, il faut qu'on intègre les experts sectoriels, ce qu'on a déjà fait par ailleurs, sur plusieurs programmes. Lors du FDS Sud, on les a rencontrés. Lors du OSIWA, je crois, on les a rencontrés aussi. Donc, je pense qu'on a déjà cette communauté. En tout cas, en ce qui nous concerne, pour tout ce qui est community building, on a déjà la communauté. Donc, après, il faut juste avoir une démarche assez cohérente et intéressante pour pouvoir impliquer tout un chacun. Au niveau en pensant en tant que développeur, bon, je vois le titre là-bas qui dit Disruptive Internet of Things Applications in Africa. Moi, le mot, c'est disruptive. En fait, il faut que WaziUp, la plateforme, soit une plateforme d'excellence, okay, qui donne en fait la confiance et que les développeurs l'adaptent pour créer des applications qui ont un impact
et qui sont contextuels. Si on crée une application qui est tellement contextuelle, qui a un sens pour les Africains, ça va se faire tout seul. En fait, toutes les applications dans le monde qui ont qui ont un volume, un impact, Facebook, hein, c'est parce que c'était contextuel. Ça règle un problème précis. Hein, et dans ce sens, c'est comme le mobile money. Pourquoi ça marche en Afrique? Pourquoi le M-Pesa a changé l'Afrique? C'est parce que c'est contextuel. Et maintenant les développeurs les prennent, ils codent dessus, tu fais du e-commerce, tu fais du tout. Donc je crois qu'en tout cas, WasiUp, en tout cas le technical team, il faut qu'on crée une plateforme d'excellence et qu'on épaule les développeurs qui peuvent créer des applications qui ont un impact. Sinon, c'est pas la peine, personne ne va nous écouter, quoi. Personne n'écoute les développeurs tant que tu ne crées pas une application qui a un impact. Hein. La même chose, en fait, il faut aller très vite, il faudra monter très vite, montrer une démonstration qui parle, parce qu'effectivement, si on fait que parler pendant 1 an ou 2, ça va peut-être l'intérêt va diminuer. Donc, je pense qu'avec Coder for Africa, on peut aller très vite de montrer une application, donc montrer l'association entre l'application et les capteurs. Donc, on a déjà des choses qui tournent, mais on va. Je pense que dans les 6 mois, Gaston Berger déjà va montrer des trucs. Donc si on est capable dans un temps relativement court de montrer quelques cas d'application phares, j'allais dire, je pense que l'intérêt pour les PME, pour les startups, les développeurs va tout de suite être fort. Et j'espère aussi pour peut-être les pouvoirs publics qui pourront peut-être soutenir, parce qu'effectivement il faudra avoir peut-être imaginer des fonds complémentaires, parce qu'au niveau des modèles économiques, on n'est pas sûr que tout le monde pourra payer, effectivement, même dans le monde rural qui pourrait être plutôt pas fortuné, j'allais dire. Et c'est bien d'apporter des solutions, mais est-ce que ça sera toujours économiquement viable pour eux? Donc peut-être que ça sera intéressant de voir par rapport à des problématiques plus globales, nationales, si des sponsors peuvent se manifester. Donc je pense que pour ça, il faut aussi montrer rapidement que ça fonctionne. Ta question sur comment toucher le plus de monde. Effectivement, encore une fois, je pense que le maître mot, c'est que on donne les moyens à chacun de s'approprier cette technique et surtout de développer les applications qui correspondent à ses besoins. Et nous, là-dedans, je pense qu'on a la chance d'avoir un consortium qui, justement, réalise toute la chaîne de dissémination, ensuite de fédération d'une communauté de développeurs. Et puis nous, un petit peu en bout de cette chaîne-là, eh bien, on va, en tout cas, packager de manière la plus simple possible les API pour rendre transparent la constitution de ces objets communiquant avec des gateways qui permettront justement à ces communautés de programmeurs de développer eux-mêmes leurs propres applications. Donc je pense qu'on a toute cette chaîne-là dans WasiUp et lorsque l'on va commencer très vite à déployer les plateformes et à donner, je dirais, à mettre à disposition les librairies de communication et les exemples que l'on peut construire avec des Arduino, eh bien, je pense que ça peut aller extrêmement vite. J'aimerais savoir si vous avez réellement prévu de développer des espaces ouverts où on peut tester la technologie. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'Espagne, de Barcelone. Barcelone, c'est 15 Fab Labs. Dakar, il n'y en a que 2. Les universités peinent encore à lever réellement des stratégies sur l'open innovation. Est-ce que réellement vous avez prévu dans votre programme de formation d'avoir des espaces ouverts où réellement les communautés peuvent tester la technologie et s'entraîner là-dessus? Voilà, c'est ma seule question. Moi, je m'appelle Cheikh Tidiane Diop. Je suis responsable de tout ce qui est projet et services innovants au niveau de la Sonatel et le responsable aussi de la plateforme Emergenov. La synergie des 2 plateformes permettrait quand même aux développeurs de faire émerger tout ce qui est IoT. Parce qu'on note quand même que nos pays sont un peu en retard par rapport aux objets connectés. Donc je pense que ces plateformes-là seraient les bienvenues et pour permettre à la communauté de développeurs d'apporter des solutions aux problématiques liées au développement. En ce qui concerne l'Internet des objets, surtout sur la protection en fait, des données, qui régule sur les marchés sur lesquels vous êtes présents, et est-ce que les textes existent déjà en fait ou ils sont en construction? Vraiment, c'est une très bonne initiative. Donc on vous félicite sur ça. Donc, et tous vos partenaires.
Donc ceci aussi nous permet aussi, nous en tant que direction de la promotion de l'économie numérique, de jouer un peu de voir dans votre projet donc notre mission qui est le fait de promouvoir le numérique partout au Sénégal, donc avec ces différentes solutions et technologies que vous venez de montrer. Donc encore en tant que doctorant aussi, je félicite toujours l'université Book que je connais depuis Une petite question, donc j'aurais aussi bien aimé que vous expliquiez aux étudiants, aux jeunes porteurs de projets, donc pourquoi le choix de notre pays. Donc ça, c'était ma question. Donc pour répondre un peu, il y a quelqu'un qui posait un problème d'espace. Donc je sais que le Sénégal donc, a une politique comme par exemple le PTN, le projet de technologie numérique. Donc il y aura un espace donc, réservé donc, pour les jeunes porteurs de projets. Et dans cet espace-là, donc il y aura pas mal d'équipements que vous pouvez trouver là-bas. Esthétique de cette initiative, et je remercie aussi tous les partenaires qui sont venus. En fait, je disais que Madame Régina, en fait, vous avez parlé de quelque chose de très important en donnant l'exemple que vous avez donné. En fait, je suis un peu préoccupé par rapport à la méthode de communication. En fait, la technologie, elle est là. Les personnes qui en ont besoin sont là. Mais comment faire pour adapter l'offre et la demande? C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Bon, c'est ça la question. La communication à adopter. On a un rôle d'aller discuter avec les populations rurales. L'idée étant de recueillir les besoins et d'adapter les solutions qu'on va proposer en fonction. Donc en fait, c'est là en fait où ça va le faire. L'offre et la demande effectivement sont là, mais quand on discute avec l'offre et avec la demande, on arrive à les mettre ensemble. Hein, donc vraiment ça c'est notre rôle de pouvoir recueillir tous les besoins des populations et présenter ces besoins-là aux développeurs qui vont développer des solutions adaptées. Et voilà. Hein. Pour monsieur donc, qui demandait pourquoi le choix du Sénégal, donc dans le consortium, il n'y a pas que le Sénégal. En fait, si vous avez bien fait attention, donc il y a le Togo, il y a le Burkina, et l'idée étant d'aller vers 15 pays africains. On l'a montré tout à l'heure. Donc je pense que la présence de CETIC Dakar a quand même joué un grand rôle dans le choix du Sénégal. Le fait que l'université Gaston Berger a déjà travaillé avec l'université de Pau, qui était aussi dans le consortium, a pesé dessus. Le fait qu'on ait un écosystème qui est quand même assez dynamique, on s'est vraiment positionné ces 5 dernières années, je crois, en tant qu'acteur majeur dans le domaine du numérique en Afrique. Donc je pense que c'est une des raisons pourquoi, en tout cas, on a été capté dans le consortium. Ma question, peut-être que c'est à Philippe peut-être d'y répondre. Hein. Ça porte sur la stratégie IoT. On parle souvent de stratégie IoT. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'au niveau de nos gouvernements en Afrique, il faudrait déjà que les gens aient la volonté d'utiliser l'Internet des objets? Je crois savoir qu'au Sénégal, par exemple, il y a un plan, il y a une stratégie numérique qui est en cours, qui est en train d'être rédigée. Il y a un cabinet qui a été désigné pour définir cette stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez prévu de rencontrer les membres du gouvernement par rapport à cela? Est-ce que cette initiative privée, entre guillemets seulement, suffira pour développer l'IoT au Sénégal? Ma deuxième question, c'est sur la formation. On a parlé des développeurs, on a parlé des startups dans le domaine du hardware. Quelle est la place de la data science? On parle souvent de data analyst, de data scientist, de data mining. Est-ce qu'on a prévu en fait des formations dans ce domaine? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de startups qui sont dans ce périmètre. J'en connais une ou deux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, parce que collecter des données, beaucoup de données, des masses de données, c'est bien, mais est-ce que derrière, on saura mettre tout ce qu'il y a comme visualisation, analyse, interprétation pour en prendre des décisions et en faire un outil de décision performant? Bon, il se trouve que je viens juste de terminer un projet européen sur le support à la politique de la taille des objets. Donc j'étais en charge de la coopération internationale. Donc on suit énormément de politique et de coopération. On est nous-mêmes dans des projets avec le Japon, avec la Corée, avec la Chine. Donc depuis 4 ans, j'anime un groupe de travail Europe-Chine, par exemple sur la taille des objets.
On voit que tous les pays ont une politique IoT en pensant que l'IoT est un levier de développement majeur. Donc j'ai parlé de la France avec la French Tech. Vous tapez French Tech, vous voyez énormément ce qui se passe au niveau français. Vous allez sur des sites web du gouvernement indien, vous pouvez télécharger la politique de stratégie IoT du gouvernement indien. On est en train de sortir un white paper aussi avec la Chine. Donc oui, la réponse, a priori, un gouvernement qui s'intéresse au numérique, il peut intégrer dans le numérique l'importance de l'IoT, soit en tant que l'IoT avec sa dimension matérielle ou que applicative. Il m'est arrivé aussi donc d'aider le gouvernement tunisien sur les politiques de recherche dans l'éthique. Donc j'étais chef de mission pour aider justement à régler les problématiques de surqualification de beaucoup d'universités, beaucoup de potentiel et pas suffisamment de développement. Et effectivement, ils ont par exemple en Tunisie une grosse capacité d'embedded system, donc de développement de matériel qui peut aussi continuer à soutenir la politique d'éthique. Donc la réflexion existe, nous on est ouvert. Bon, on est un petit projet, hein, je veux dire, on peut pas tout. On sent des questions, des excitations sur les trucs, on peut pas tout régler. Mais c'est vrai que si jamais, au travers de, nous on n'a pas d'activité, enfin moi-même on n'a pas d'activité d'interaction, donc le CETIC a cette activité d'animation de la communauté. On sait que aussi Ousmane Thiaré est en contact. On vient d'avoir aussi monsieur l'université, le direction du ministère des Télécommunications et aussi ministère de la Recherche. Donc il y a des contacts établis. On est ouvert. Si c'est un sujet qui veut être discuté, on a le background, on a les informations nécessaires pour aider à alimenter les réflexions sur l'importance de la politique par rapport à la taille des objets, en tant qu'une sous-composante importante de ça. Et dans cette partie objet, je crois que c'est aussi Corentin qui parlait de la partie données ou la séparation entre l'objet et la donnée, ou aussi Ousmane. Où la partie donnée peut être aussi en soi un domaine qui peut nécessiter aussi une politique elle-même, dont la partie donc big data, data science. Et la réponse est oui. Donc nous, on va déjà donner des solutions. Enfin, l'idée de la plateforme, c'est d'amener déjà des outils d'analyse et des outils pour aider déjà à pouvoir, au travers d'outils, de pouvoir faire un certain nombre de choses. Mais pour s'en emparer, il pourrait y avoir, si plus les gens sont formés, plus les gens pourraient s'en emparer. Et là, après, voilà, c'est la... je parle parce que je lis des articles dans la presse française. Le gouvernement français, le ministre Fleur Pellerin, ministre de l'économie, enfin de l'économie numérique, vient de décider qu'un des sujets numéro 1 français est la formation des data scientists. Ils vont former 30 000 cette année, ils attendent des centaines de milliers de besoins en data scientists. Donc la réponse, vous voyez, tout le monde s'y met. Les données vont arriver, il y a une révolution en parallèle, la révolution des données. Donc je pense que oui, nous on est une petite graine, mais on est là si on peut, au travers des ateliers qui vont être menés avec le CETIC et d'autres partenaires, ou même Code for Africa, il y a la possibilité de, quand on viendra, ou d'échanger davantage. On est partie prenante. Et après, bon, aussi la Sonatel avec Orange, tout ça, je pense qu'ils ont des bons contacts, parce que l'accélérateur, et puis donc l'Union européenne aussi, l'accélérateur FIWARE, ça sera aussi un outil où, comment c'était, Emerginov, hein, c'est aussi donc ce sont des initiatives qui sont intéressantes, qui peuvent s'inscrire aussi dans cette politique. Le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas comment collecter les données de façon à pouvoir les agréger. On a du mal à faire ça. Hein, les données existent en fait. En Afrique, on a plein de données. Au Sénégal, c'est la même chose. Sauf que c'est disparate, c'est très désorganisé. Et après, pour les agréger, c'est très, très compliqué. Donc après, je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse avoir des outils justement pour pouvoir agréger ces données. On a même pensé dans la pérennité de la plateforme, éventuellement de permettre à ceux qui ont des données de pouvoir venir sur la plateforme
et de pouvoir agréger leurs données sur la plateforme, les interpréter, les visualiser, etc. Donc ça fait partie des thématiques de discussion qu'on a eues lors des 2 ateliers. Donc on va être dans du travail, on va dire entre guillemets en profondeur. On n'aimerait pas vous perdre pendant qu'on fait tout ça. Donc elle va vous expliquer un petit peu comment suivre tout ce qui se passe. Surtout un travail d'appropriation de cette plateforme-là et des outils qui vont être mis autour. Donc pour ça, on vous l'a dit tout à l'heure, il va falloir qu'on travaille beaucoup avec les communautés, que ce soit les communautés de développeurs ou même les communautés rurales et aussi les communautés tout simplement de personnes amoureuses des nouvelles technologies. L'idée, c'est aussi à terme de pouvoir créer une communauté autour de la plateforme WasiUp. Donc pour ce faire, il va falloir nécessairement avoir une communication qui soit très large, à différents niveaux, qui va passer par une communication multicanal et qui va aller bien sûr aussi vers diverses cibles. Donc là, il va falloir qu'on puisse s'adapter par rapport à ça, mais également il va falloir qu'on mette en action en fait des grosses actions de communication et des grosses actions d'événementiel. Donc l'événementiel, l'idée, ça va être en fait de pouvoir faire en sorte que les communautés de développeurs puissent utiliser les technologies qu'on va leur mettre à disposition et qu'à partir de là, on puisse recueillir des feedbacks pour améliorer ensuite la plateforme. Donc c'est vraiment en fait une démarche où on va toujours vers l'utilisateur final pour savoir quels sont ses besoins, quels sont ses ressentis et comment est-ce qu'on peut nous, derrière, améliorer. Donc pour ce faire, on va bien sûr initier des événements, mais surtout à partir de la 2e année. La première année, ça va être surtout une année pour un travail de fond, un travail qui va être fait notamment par les chercheurs, par les différents membres du comité, enfin du consortium qui a été mis en place. Et en fait, on ne voudrait pas vous perdre, comme disait Aziz. Donc l'idée pour nous, ça va être surtout, grâce à des outils que vous maîtrisez très bien, je pense, notamment les réseaux sociaux et le site web, pouvoir mettre en ligne en fait, de l'information par rapport aux activités qui sont menées pendant l'année, pour que vous puissiez toujours suivre le fil d'actualité et réagir aussi par rapport à ça. Donc que ce soit au Sénégal, que ce soit au Togo, Burkina Faso, ou bien encore dans les pays de l'Union européenne qui font partie aussi de ce consortium, toutes les activités qui vont être menées pourront être retrouvées ici donc sur la page Facebook de WasiUp que vous pouvez trouver en tapant WasiUp IoT, donc Internet of Things comme vous savez, mais également sur un site web qui est encore en cours de développement, en finalisation et qui va sûrement être lancé dans les jours qui viennent. De toute façon, si vous allez nous ajouter sur Facebook, vous serez informé du lancement du site web qui va être annoncé sur la page très prochainement. We are funded by local government in Italy. Donc dans la partie WasiUp, on sera en charge de l'architecture de l'Internet des objets. Oui, on va s'appliquer à l'Université de Pau. Software developer Unitech 21. Unitech 21 is a German company. We mainly do work in technology transfer. And our work in WasiUp system, we will develop the platform, WasiUp platform. I think it will be helpful for African people. Thank you very much. Je suis en même temps responsable scientifique et technique du projet du côté de l'UGB. En fait, nous aurons en charge la mise en place de la plateforme à l'UGB avec tout ce qui est test et validation derrière. Bon, on travaillera en collaboration avec l'Université de Pau, avec qui nous collaborons depuis plus de 5 ans maintenant. Voilà. Codos Africa, nous créons des emplois, nous manageons et font la formation des développeurs africains. On est basé aux États-Unis, mais on a des branches au Sénégal, au Ghana, au Kenya, en Éthiopie et bientôt au Nigeria. Nous sommes très excités de participer au projet WasiUp où on est principalement en charge de l'API et aussi de présenter un cas d'usage adapté aux conditions locales. Comme je l'ai dit tantôt, donc nous, notre rôle dans le consortium serait déjà de faire la communication autour de ce projet-là. Tous les supports de communication, le site web, logo, etc., c'est nous qui avions mis ça en place. On a aussi la responsabilité de construire les communautés autour donc, de l'usage de l'Internet des objets. On aura la responsabilité aussi d'engager les développeurs à utiliser la plateforme, les entrepreneurs, etc. On aura la charge aussi de communiquer au-delà du Sénégal, dans 8 autres pays, je crois, sur ce projet-là. Et aussi, on devrait pouvoir accompagner les entrepreneurs qui ont développé
développer des solutions dans la pérennité de ces solutions-là, c'est-à-dire les aider à éventuellement créer une entreprise qui va travailler dans le domaine de l'Internet des objets. C'est pour les techniques de Bobo Dioulasso. Notre participation à WhatsApp sera essentiellement sur l'intelligence artificielle. En fait, on va essayer de voir dans quelle mesure on va rendre les clouds un peu plus intelligents pour la décision. iSpace is a tech hub and community space for tech and tech and creative startups. Basically, we work with the startups in all spaces. We are very happy to be part of this project. Donc iSpace qui a un rôle assez proche du nôtre notamment, et donc qui va avoir un rôle important en termes de dissémination, hein, notamment de toute la richesse et toute la production en termes de big data qui aurait été produite, et qui est notre partenaire en fait en Afrique sur la dissémination et la communication par rapport à ce projet. Je représente Famaline du Ghana. En fait, Famaline a développé une plateforme qu'on utilise à aider les fermiers qui travaillent dans les petits fermiers, en fait. Ce qu'on appelle smallholder farmers en anglais. Donc, on utilise les SMS, les messages de voix, c'est ça? OK. SMS, voix, ou bien, et puis on utilise l'application aussi pour prendre les données dans les plats où il n'y a pas de connectivité. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé une question sur la connectivité. Donc, s'il n'y a pas d'Internet, on peut utiliser les plateformes. Et puis, quand on a Internet, tu peux se connecter et puis télécharger ou bien charger l'information. Je suis Ouzia Foluebe du Togo. Je représente l'Africaine d'architecture, qui est le fondateur du premier espace démocratique du Togo, le WELAB, dont je suis l'actuel directeur exécutif. Et disons qu'en tant que Tech Hub au Togo, nous sommes chargés de la communication et la dissémination de la plateforme WhatsApp sur nos territoires. Voilà, donc 12 partenaires, comme vous voyez, très très complémentaires, avec des rôles très très différents, donc qui partent vraiment du technique pur à l'engagement de fermiers, d'éleveurs, donc vraiment de la technique pure à l'aspect vraiment typiquement purement communautaire. 12 partenaires, donc voilà, qui vont devoir travailler ensemble pour réaliser cette plateforme et vraiment pour prendre en compte tous les aspects qui rentrent en compte dans sa production et dans sa dissémination.